pour repartir, je dirais, aux origines et avoir un constat de la situation des personnes, justement, des personnes âgées dans l'isolement, je vais inviter notre premier intervenant, Tanguy Châtel, sociologue et accompagnant bénévole et fondateur du think tank Vulnérabilité et Société. Merci, bonsoir. Je serai plus à l'aise en étant là parce que le pupitre, ça va pas me convenir. Merci pour cette invitation, pour partager avec vous une approche un peu sociologique. Bon, il a été dit que je suis bénévole, donc je suis sensible à ces questions-là. Je les ai travaillées de l'intérieur, je les vis aussi de l'intérieur. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi d'essayer de comprendre ce que ça nous dit de notre société aujourd'hui. Et plus que ce que ça nous dit de notre société aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut nous dire de demain ? Vers quoi on va? Donc il y a une première idée qui est d'essayer de prendre la mesure de ce que représente aujourd'hui l'isolement social. Alors on a l'isolement social des aînés, mais on devine, on mesure de plus en plus qu'au-delà de l'isolement social des aînés, la question est évidemment beaucoup plus vaste, même si les aînés représentent presque 25% des gens qu'on dit en isolement social. Donc à travers la question de l'isolement social des aînés, on va ouvrir tout un champ de réflexion qui va nous engager profondément dans notre société et dans la capacité, ou pas, à trouver des pistes pour apporter des réponses nouvelles. Alors l'isolement social des personnes, au-delà de celui des aînés, d'après un rapport récent du CESE, Conseil économique, social et environnemental de 2017, c'est quasiment 10% de la population. Donc on est sur des chiffres qui sont tout à fait considérables, 5,5 millions de personnes. Et ça, c'est ceux dont on peut définir aujourd'hui qui sont en situation d'isolement social, parce qu'il y a tous ceux qui sont sur le seuil de l'isolement social, qui pourraient basculer parce que soudain, quelque chose viendrait dans leur vie rompre le fil. Et donc, on a une situation qui est réellement explosive, et donc notre société doit pouvoir anticiper ça, déjà s'y sensibiliser. Il y a des facteurs, je vais les énumérer, mais je ne vais pas m'y attarder parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais l'âge, le niveau socio-économique, mais aussi le niveau culturel, la situation de famille, le lieu de vie, la situation familiale, la situation de santé. Bref, on voit qu'il suffit qu'un seul, et il y en a d'autres, de ces facteurs se détériorent pour que soudain la situation puisse nous échapper. Et ça se traduit par quoi dans ce cas-là? Généralement par... la première conséquence, c'est le non-accès aux soins. Quand les gens sont en situation d'isolement social, ils ont un accès réduit aux soins. Ça va se traduire par de la surmorbidité, voire de la surmortalité. Donc ça, déjà, c'est des situations qui doivent nous préoccuper, mais il y a aussi un problème de justice, puisque l'isolement social va aussi conduire à un non-accès aux droits. C'est-à-dire, même si on construit un système juridique qui devrait permettre des droits, il y a des gens qui ne vont pas les activer parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'y pensent pas, parce qu'ils ne sont pas, ils ne se sentent pas dans cette situation-là. Donc il y a toute la partie visible, mais il y a toute la partie invisible. Et l'isolement social des aînés, ça va être le fer de lance. C'est celui qui, parce qu'il est le plus aujourd'hui médiatisé peut-être, parce qu'il représente en proportion le nombre le plus important, va entraîner tout un mouvement social vers une autre perspective, une autre approche de ces situations. Jean-François Serre a une phrase forte, référent national Mona Lisa, et il nous dit « C'est aux personnes elles-mêmes qu'il revient, et à elles seules désormais, de trouver les ressources pour se socialiser et se resocialiser. » C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, dans le comportement collectif, entrave, freine, et il faudrait que déjà des personnes isolées trouvent en plus la ressource de se socialiser toutes seules. On voit tout de suite l'impact d'une vision individualiste extrêmement enfermante. Jean-François Serre nous dit aussi un truc que moi j'ai trouvé très très pertinent, et il nous parle désormais d'écologie sociale. Alors on parle beaucoup d'écologie, mais il utilise la métaphore de l'écologie sociale pour nous dire on est en train de détériorer nos ressources sociales plus vite qu'elles ne se recomposent. Vous voyez, la métaphore écologique s'applique aussi à la société. Donc notre société est en train de perdre de sa vitalité, de la santé, faute de véritablement prendre à bras-le-corps la question de l'isolement social. Alors il y a des solutions. Si on est dans un constat, on va essayer aussi de voir des solutions. Jusqu'à présent, les solutions, c'était quelles
solution je peux apporter un problème? Vous savez, quand on pense solution, c'est qu'on a identifié qu'il y avait un problème. Ça veut dire que l'isolement social est un problème, mais si je trouve la bonne solution, le problème disparaît. Et j'ai la conscience tranquille. Donc la solution, jusqu'à présent, sur les personnes âgées, ça a été, dans la plupart du temps, sous couvert de entretenir leur autonomie, ça a été finalement de les regrouper dans des lieux, jusqu'à ce que dit le Comité consultatif national d'éthique dans son avis 128 de cette année, jusqu'à créer des lieux de concentration. C'est d'une violence extrême, ça a été un vocabulaire délibérément provocateur, pour dire on est désormais dans une logique de concentration, parce qu'en mettant à l'écart, sous couvert de bonnes intentions, d'assurer leur sécurité, de pouvoir garantir leur accès aux soins, en réalité, on va accroître la situation d'isolement social, pour autant qu'ils sont dans des lieux où ils sont ensemble. Parce que si on raisonne problème-solution, vous voyez, on voit que l'isolement social est un problème, et donc si c'est un problème, ce n'est pas une opportunité. C'est un caillou dans la chaussure, donc il nous faut changer de regard pour voir ça comme une opportunité. Alors qu'est-ce que ça pourrait être comme opportunité, puisque les recettes ou les solutions qui ont jusqu'à présent été privilégiées se révèlent quand même relativement stériles d'un point de vue social et aussi d'un point de vue personnel, d'un point de vue humain. Alors on voit émerger des nouvelles tendances, on parle de participation. Comment faire en sorte que les gens en situation d'isolement social, on ne fasse plus pour elles? Vous voyez, cet héritage où le bien serait la manière d'agir pour quelqu'un au risque de projeter mon idée du bien sur l'autre, sans d'ailleurs forcément lui donner voix au chapitre. Mais comment faire avec elle? Ça, c'est déjà une première approche. C'est-à-dire, partant du principe que non seulement le fait de faire quelque chose va les stimuler, mais peut-être, on pourrait encore aller plus loin, on pourrait peut-être faire à partir même de leur vulnérabilité, de leur situation d'isolement. Peut-être qu'il y a une richesse, un gisement qui est insoupçonné dès lors qu'on leur redonne une place, non pas pour les resocialiser, non, ce piège du pour, mais parce qu'on a envie qu'elles contribuent. Et donc c'est un renversement de regard qu'on est en train d'assister. Ce n'est pas qu'une vue théorique, ce n'est pas qu'une vue morale, c'est déjà quelque chose qui est à l'œuvre quand on voit des initiatives comme celle-ci, quand on voit un foisonnement, et c'est mon travail de sociologue que de regarder un petit peu tout ce qui se développe dans la société, autour de des approches intergénérationnelles, qui viennent souvent, d'ailleurs, des jeunes. Ce n'est pas les vieux qui vont chercher les jeunes pour dire « allez, viens, ça serait bien ». Il y a des jeunes qui s'investissent dans ces approches intergénérationnelles. On a aussi un gisement formidable avec l'accroissement et la revalorisation du bénévolat, qui n'est plus le bénévolat caritatif à l'ancienne, mais où on voit que les jeunes s'investissent de manière massive dans le bénévolat, plus 33% d'augmentation entre 2010 et 2016, chez les moins de 35 ans, par exemple. Et ils veulent y aller parce que ça a du sens pour eux, pas seulement pour faire du bien. Et on voit aussi un autre gisement qui est dans l'épuisement au travail. Les gens qui sont dans des situations d'épuisement au travail le sont parce qu'elles ne trouvent plus de sens à leur activité, et de plus en plus on voit des gens très compétents avec des caractéristiques professionnelles, des aptitudes professionnelles très abouties, décider de s'engager en dehors de leur boulot, parce que leur boulot ne les satisfait plus ou ne les nourrit plus assez, et donc ils vont vouloir faire quelque chose à côté de leur boulot. On voit du coup des entreprises se proclamer entreprises solidaires, pas simplement parce qu'en termes d'image, ça ferait bien dans le paysage, qu'on aurait droit à un reportage à la télé, mais parce que ça fait partie de leur ADN. On voit des fonds de pension qui se convertissent en fonds de partage. Voilà. Il y a tout un tas de mouvements qui sont aujourd'hui de bon augure pour pouvoir imaginer des nouvelles solutions, ou plus exactement des nouvelles perspectives, des nouvelles sources d'inventivité avec les personnes en situation d'isolement, en leur donnant la parole, en les écoutant, et même à partir de leur épreuve, à partir de leur vécu, à partir de la richesse qu'elles ont pu y trouver quand même. Si on prend un chômeur, eh bien, ce n'est pas une expérience nulle d'avoir été chômeur, c'est parfois une école de vie dure. Et donc, on doit pouvoir faire quelque chose avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a à un moment donné pensé, et je termine, autour de la silver economy, en disant bah, c'est bien, les têtes grises, ça génère de l'emploi, ça crée de l'innovation technologique. Donc on avait là des arguments presque rationnels pour dire allez, il faut investir là-dedans. Mais les arguments rationnels ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, on voit émerger ce qu'on appelle la reverse innovation, c'est-à-dire l'innovation par le bas. Non pas l'innovation par le haut, c'est quand on va regarder des situations critiques chez des personnes en situation d'isolement, par exemple,
qu'on développe des nouvelles solutions et qu'on réalise que finalement, ces bonnes solutions, on peut les adapter à tout le monde et elles vont être bénéfiques à tous. Donc on est parti de situations critiques comme si on cherchait un pansement et on va développer des solutions qui vont prendre de l'ampleur et qui vont toucher plus largement l'ensemble de la société. Troisième point, en termes de perspective, le bénéfice de ceux qui font du bénévolat. J'aimerais bien qu'on donne la parole à ceux qui vont chanter pour savoir quel bien ça leur fait dans leur vie d'aller chanter. Et qu'on médiatise ça pour dire on n'y va pas que pour faire du bien aux autres, on y va parce que ça nous fait du bien d'être tous ensemble. Ça, c'est le bénéfice incident. Bénévole et bénéfice, ça ne marche pas bien ensemble. Ben si, là, ça marche bien ensemble. Il y a un bénéfice à faire du bénévolat. Il me semble, pour conclure, d'un mot, que l'individualisme, c'est ça qui provoque l'isolement social, mais que c'est la soif intime, profonde de chaque individu qui va sonner le glas de l'individualisme. La fin de l'individualisme viendra paradoxalement de l'individu quand nous réalisons, chacun d'entre nous, que coupé des autres, livré à nous-mêmes, eh ben, on est en danger, on est en souffrance, et que c'est grâce aux autres, dans cette relation aux autres, que nous-mêmes, on développe des ressources, pas simplement en termes de fierté, mais en termes d'élargissement de nos vies. Donc, pour avoir retrouvé ça récemment, quand Sartre disait « l'enfer, c'est les autres », il a eu besoin de se justifier quelques années après, dans un document qui a été très peu publié, pour dire, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est l'enfer, c'est l'absence des autres. Mais ça a été moins relayé. Voilà, je vous remercie.